Il est 8 heures du matin et qu'est-ce que je fais à 8 heures du matin devant la pyramide du Louvre, le plus grand musée du monde? Eh ben, en fait, on va visiter l'entièreté des salles, les 14 kilomètres de galeries. Et on va essayer de voir les 35 000 œuvres. On va voir la Renaissance, les peintures françaises, le Louvre médiéval. On va voir plein de choses aujourd'hui. Donc, c'est parti. On a 12 heures pour faire ça. Il est presque 9 heures et on va voir si on réussit ce défi de visiter l'entièreté du plus grand musée du Louvre en une journée. Eh bien, on y va. Tu me suis? Si vous voulez éviter la queue, si vous n'avez pas de billet, passez par cette entrée-là. Bon, on passe la sécurité et on se retrouve juste après. Ça y est, on est rentré dans le Louvre. Il y a déjà, je sais pas combien de personnes parce qu'il y a tous les groupes de touristes qui rentrent en même temps. Et on va aller directement voir la Joconde là. Et regarde, normalement ici c'est complètement blindé. Et là, il n'y a personne. On est quasiment tout seul, à part un petit monsieur qui est là, devant la victoire de Saint-Mauthras que j'ai tatouée juste là. Cette statue est connue comme l'une des plus grandes statues qui a été découverte de l'art grec. C'est une statue qui a été découverte par des marins en mer. Elle était ensevelie sous l'eau. Enfin, ensevelie sous l'eau, elle était sous l'eau quoi. Et elle représente la déesse Niké, qui est la déesse de la victoire. Et c'était une statue qui, en gros, célébrait des victoires marines. On ne sait pas exactement qui l'a faite. C'est l'une des statues grecques les plus connues au monde. Objectif, la Joconde. On va rentrer dans la galerie la plus visitée du Louvre. C'est la galerie consacrée aux peintures italiennes de la Renaissance, qui est le plus grand, à mon sens, courant artistique qui a existé, parce que c'est lui qui a inventé la perspective. On retournera juste après avoir vu la Joconde dans cette galerie, parce que il y a vraiment des chefs-d'œuvre de la peinture italienne. Ce qui est bien, c'est que d'habitude, cette galerie, elle est complètement blindée, mais comme on est venu tôt, ça va, il n'y a pas encore trop de monde. Là déjà, tu as la plus grande concentration au monde des tableaux de De Vinci. Il y en a, je crois, à peu près 20-25 des tableaux de Léonard de Vinci, donc pas énorme. Il y en a déjà, je crois, 4 ou 5 qui sont là. Il y a le Saint Jean-Baptiste qui est là. Le modèle qu'il a pris, c'est un de ses élèves. Là, tu as la Vierge au rocher. Là, tu as la femme, comment elle s'appelle? Portrait d'une dame de la cour de Milan, avec le regard qui est fantastique. Et la Sainte-Anne. On rentre dans la fameuse salle. En fait, c'est déjà blindé, donc mission complètement échouée. Mais on rentre dans la salle de la Joconde. On n'est pas les seuls à avoir voulu courir pour aller la voir. La Joconde, ça serait la femme d'un riche marchand florentin, Lisa Gherardini. Maintenant, c'est devenu l'une des femmes les plus connues du monde. Je pense qu'elle s'en douterait pas. Elle se retournerait dans sa tombe si elle savait ça. La Joconde, c'est le tableau le plus connu du monde, le plus vu du monde. D'ailleurs, le Louvre va bientôt la changer de place pour avoir un espace dédié. Elle a été peinte par Léonard de Vinci. En fait, il a été extrêmement connu, ce tableau, surtout à partir de 1911, parce qu'il y a un Italien qui l'a volé, qui l'a ramené en Italie, et on l'a retrouvé 2 ans après sous son lit dans son hôtel. Et donc, en fait, ça avait vraiment fait la une de la presse à l'époque, un peu comme le vol des bijoux qui vient d'être fait récemment. Et donc, c'est aussi pour ça qu'il y a eu un mythe qui s'est construit autour de cette toile. Il y a un mythe aussi parce que, comme vous le savez, peu importe où on se déplace, elle nous regarde, il y a son sourire, il y a vraiment un espèce de mystère qui est autour de cette œuvre qui la rend quasiment mythique. Surtout, en face de la Joconde, il y a un autre tableau qui est hyper connu et qui est un peu moins regardé alors que c'est un chef-d'œuvre, c'est Les Noces de Cana de Véronèse. Les Noces de Cana, il fait 75 mètres carrés, c'est le plus grand tableau du Louvre. Il est plus grand que la plupart des apparts parisiens et s'il fallait l'acheter en mètres carrés, déjà il valerait un bon paquet de fric. Ça représente le repas du Christ quand il change l'eau en vin. Donc le Christ, lui, au milieu, il est très sage et autour de lui, il y a vraiment toute une fête et c'est vraiment un banquet phénicien. Et la particularité de Véronèse, c'est que quand il a fait ce tableau-là, il montre qu'on peut peindre la spiritualité et en même temps les plaisirs. On voit bien que c'est un tableau religieux, mais en même temps, il y a des gens qui font de la musique, il y a des gens qui boivent de l'alcool. Donc il y a vraiment toute cette profusion de vie. Il y a plus de 120 personnages sur ce tableau-là. Un chef-d'œuvre. 2 tableaux exceptionnels du Louvre. Et maintenant, on va être un peu plus tranquille. On va pouvoir commencer la vraie visite, c'est-à-dire les centaines de salles et les 14 kilomètres de galeries. Je ne sais pas si on va y arriver en une journée, mais bon. On tourne dans cette salle mythique, donc des peintures italiennes. Et là, on a une œuvre qui est extrêmement connue. Attends, suis-moi, on va passer entre les groupes. Hop, hop, hop. Donc ça, c'est l'une des toiles les plus connues, si ce n'est la plus connue, du peintre Raphaël, qui peint la Vierge Marie avec Jésus et Saint Jean-Baptiste. On a vraiment des visages qui représentent les canons de beauté de l'époque, avec des visages très lisses, très doux. On a aussi cette conception, en fait c'est souvent ça d'ailleurs, quand on regarde une œuvre, on pense pas réellement à la conception, mais il y a vraiment une pyramide comme ça, tac, 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 qui vont guider le regard directement sur la Vierge Marie.
Et c'est ça qui est hyper intéressant avec la peinture des fois, c'est qu'il y a vraiment toute cette construction géométrique à laquelle on ne pense pas et qui dirige le regard. Et ça, c'est des choses qui sont d'ailleurs beaucoup reprises dans la photographie aujourd'hui. Tu t'amuses bien? Tu t'éclates? Et bon, après, c'est vrai que la Renaissance, c'est souvent des peintures donc religieuses. C'est souvent Jésus qui est un peu au bout de sa vie. Genre celui-là, genre vraiment. Et il est en descente. Hein. Bon, bref. Pas du tout sa plus connue, mais c'est Caravage. Caravage, c'est l'un des peintres italiens les plus connus du monde parce qu'il maîtrise à la perfection ce qu'on appelle le clair-obscur, c'est-à-dire le jeu des lumières. Et il a inspiré énormément de peintres. Bon bah là c'est fermé, ce qui est bien c'est que ça nous fait peut-être 5 salles sur 195 000 en moins. Ah regarde, ça c'est hyper connu comme tableau. Ah non, c'est pas du tout connu en fait, peintre anonyme. Bon, on a fini avec cette galerie, la fameuse galerie des peintures italiennes et là on va aller voir les peintures françaises. Je suis filmé par Garance que j'ai réquisitionné un vendredi pendant 12 heures. Tiens, regarde, cette œuvre-là, elle est hyper connue sur les réseaux sociaux, je sais pas si tu l'as déjà vue. Enfin, hyper connue, j'abuse un peu. En fait, c'est Satan et il rassemble l'armée des démons dans le palais des enfers. Franchement, Satan, il est beau gosse. On rentre dans tout ce qui est peinture britannique et peinture américaine. On va pas se mentir, c'est pas les peintures les plus excitantes de l'histoire de l'art, même s'il y a quelques peintres anglais qui sont hyper connus et hyper bien, comme par exemple Turner, le peintre voyageur. Ce qui est intéressant avec la peinture américaine, c'est qu'ils peignent énormément des paysages, des grands paysages, etc. Et ça va avec leur idée de liberté nouvelle qui a été acquise pendant la Révolution. Encore une salle mythique du Louvre, c'est celle des peintures françaises. Les peintures françaises, des figures françaises. Donc là, on a Napoléon qui, à chaque fois, avait sa main comme ça parce qu'il avait mal au bide. Napoléon qui, on le rappelle, considérait les femmes comme des objets. Et Napoléon qui avait aussi remis l'esclavage après la Révolution française. Et là, on a l'une des peintures les plus connues du monde et surtout de France et de Navarre. C'est la liberté guidant le peuple de Eugène Delacroix. C'est l'une des peintures les plus connues de la nation française. C'est une qui représente d'ailleurs la nation française et la République. Donc on a vraiment la Marianne au centre du tableau qui est avec le sein nu et qui symbolise vraiment cette idée de liberté. Ce tableau, il représente la Révolution, mais il ne représente pas la Révolution de 1789. Il représente la Révolution de 1830 qui avait vu le roi Charles X abdiquer au profit d'un autre roi. Je me souviens plus vraiment du nom, désolé. Mais en gros, c'est la Révolution des Trois Glorieuses. C'est d'ailleurs à cette révolution-là qu'est dédié le monument qu'il y a place de la Bastille. Magnifique. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, alors ça, c'est le radeau de la Méduse de Jéricho. Tout à l'heure, on parlait de la construction. Là, vous pouvez voir qu'il y a plein de pyramides. Tac, 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 tac. Il est tiré d'un vrai fait divers. C'était un bateau qui s'était échoué. Et en fait, les riches de ce bateau-là, un peu comme le Titanic en vrai, c'est un peu le Titanic avant l'heure. C'est-à-dire que les riches se sont barrés sur un super bateau et ont laissé tous les pauvres sur le bateau qui était en train d'être en naufrage. Il y avait à peu près une bonne centaine de personnes qui étaient en dérive sur un radeau. Et le truc, c'est que quand il y a une centaine de personnes sur un radeau pendant 13 jours en pleine mer, et bah, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu bouffes tes potes. Donc, il y avait du cannibalisme. Il y a bien sûr des gens qui se sont noyés. Mais surtout, ils se sont bouffés entre eux, ce qui est assez triste en vrai. On voit très bien qu'il y a un bateau au loin. Les survivants vont être secourus par un bateau. Et on le voit un petit peu sur la toile. Et ce qui est amusant, c'est que ce petit bateau, ça représente le point de fuite. C'est-à-dire là où toutes les lignes du tableau vont converger. Petit fun fact, Jéricho, il a vraiment étudié la décomposition du corps pour ce tableau-là, notamment puisqu'on en voit plusieurs en train de pourrir, quoi. Il allait dans les hôpitaux de Paris, il allait prendre des corps dans les hôpitaux de Paris et il les foutait sur son toit. Et il les laissait se décomposer au soleil sur le toit de son atelier en plein Paris. Et le truc, c'est que les voisins, en fait, se plaignaient parce que ça puait la merde. Parce que, globalement, tous les corps étaient en train de se décomposer sur son toit. Et du coup, toute la rue de son atelier puait la mort, littéralement. Pour l'instant, ça se passe bien. Je sais pas quelle heure il doit être presque 10 heures. Mais pour l'instant, on est bien. On peut même faire une petite pause, on peut dormir un peu. On continue. Allez, on continue. Il faudrait te mettre un micro à toi. J'en ai un si tu veux. Où en est-on? C'est l'une des toiles les plus connues du Louvre.
qui est le couronnement de Napoléon. Et il a été peint par Jacques-Louis David. Et c'était une peinture de propagande. C'était une peinture pour magnifier l'Empire, pour magnifier la figure de l'empereur Napoléon. Là, ça montre son couronnement en décembre 1804. Il s'est couronné lui-même, parce qu'il avait un peu un boulard. Donc il s'est couronné lui-même. D'ailleurs, derrière, vous voyez le pape qui fait un peu la gueule, parce que normalement, c'est lui qui couronne les empereurs. Mais il est quand même présent pour montrer la légitimité religieuse de l'empereur. Après s'être couronné, Napoléon va couronner l'impératrice Eugénie. Pour bien montrer que c'était aussi une peinture de propagande, c'est qu'il y a des choses qui ont été changées par rapport à la réalité. C'est que derrière, on voit la mère de Napoléon et la famille de Napoléon, alors qu'en fait, ils n'étaient pas là dans la réalité. Mais c'est pour démontrer aussi cette idée de valeur familiale et qu'autour de lui, il y a toute sa famille. Je connais pas. La bougeotte des fois. Bah tu peux venir, hein. Oh, viens. Ah voilà, alors, petit exclu les amis. Ça c'est la galerie Apollon, c'est là où il y avait les bijoux de la couronne, voilà, qui ont été volés, qu'on va peut-être retrouver, peut-être pas, à mon avis pas, parce qu'ils sont actuellement en Arabie Saoudite aux mains d'un grand émirat. Mais c'est ma théorie du complot. Rendez les bijoux de la couronne. Ça fait une salle envie à voir. Mais oui, c'est fermé, mais pourquoi? Je pense que c'est pour ne pas voir l'intérieur de la galerie. Mais on est où? Le Louvre, ce n'est pas que la Joconde, le Louvre, ce n'est pas que les grandes peintures. Le Louvre, c'est aussi une cinerbe iconique à motifs géométriques et écuelles de l'art étrusque. Regardez le plan, ça fait 1 heure qu'on est là et on a fait 1/3 de 1 étage sur 4. Voilà. Qu'est-ce qui se passe ici là? Je ne sais pas. Pause. Ok, intéressant. Wake up! Une œuvre de Mohamed Bourouissa. Et ça dure 18 minutes. Donc si tu veux, on peut rester 18 minutes ici. La partie du Louvre des objets d'art. Donc ce sont tous les objets décoratifs qui servaient à décorer les tables, les tapisseries, des bouteilles de parfum, tout ça quoi. En fait là on est au bon marché. Avec des assiettes à 1 500 €. Au-delà des chefs-d'œuvre célèbres du Louvre, il y a aussi tous ces objets qu'on oublie de regarder. Des fragments d'histoire, des œuvres silencieuses, et généralement on traverse ces galeries sans les voir, alors qu'en s'attardant un instant, on découvre toute la beauté cachée dans chaque détail. Toujours à l'étage numéro 1. Mais attends, on est où? On n'a pas fait on va aller voir les appartements de Napoléon III. Et en vrai, c'est, je pense, les plus belles pièces du musée. On est dans les appartements de Napoléon III. C'est l'une de mes salles préférées de tout le Louvre. C'était en gros un appartement que Napoléon III avait fait pour l'un de ses ministres d'État. C'était le ministre de l'économie. Et il lui avait fait un appart plutôt pas mal, pas dégueu du tout. Et là, on est dans la salle d'honneur, la salle de bal. C'est là où il donnait des balles. C'est là où l'empereur venait se la péter pour danser avec l'impératrice. Ce qui est assez rigolo ici, c'est que tout le monde chuchote. Il y a quand même du monde parce que c'est passé un peu sur les réseaux sociaux, mais c'est une salle qui est pas tant visitée que ça. Napoléon III. Du coup, c'est Napoléon qui a succédé à Napoléon Bonaparte. C'est sous lui qu'il y a eu notamment les grandes constructions de Haussmann. C'est sous lui aussi qu'il y a eu la construction de l'Opéra Garnier. Donc le Louvre a servi donc de palais au roi, a servi d'appartement d'apparat pour l'Empire. Et c'est aussi un endroit qui a servi, là où on est actuellement, c'était aussi des salles du ministère des Finances jusque dans la fin des années 80. C'est intéressant ce que je dis ou pas? Intéressant. Bon, c'est tout simplement là où il faisait les banquets, quoi. Il faisait un dîner presque parfait. Trône de Napoléon Ier aux Tuileries. En vrai, pas ouf. Pas si ouf. J'ai déjà faim. Ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas emmerdé par la foule ici. Donc personne n'en a rien à foutre. Ce qui est pas mal. Parce qu'à mon avis, il y a des petites choses sympas. Regarde, là, il y a une couronne. Bof. Bah bof, mais bon, c'est quand même la couronne de Charlemagne, quoi. Couronne digne de Charlemagne, réutilisée pour le sacre de Charles X à la cathédrale de Reims le 29 mai 1825. Créée pour le sacre de Napoléon Ier. C'était pas à Charlemagne. C'est quand même pas rien. Il y a que moi que ça... Je crois qu'elle est hyper... Enfin, elle est connue. Provient du couvent des Dominicains de Liège. D'accord, à peu près 138 543 salles. Mais là, il y a du fric ici. Le relique fut très probablement commandé lors de l'élévation des reliques de la canonisation de Charlemagne en 1165 par l'empereur Frédéric Barberousse. Mais Barberousse, c'était pas un pirate? Pour moi, c'est un pirate. Quoi? Non, dans la salle Saint-Anatole. L'art gothique flamand. Tu penses quoi d'elle? Ou de lui? Ou de lui? Déjà, t'es en train de le mégenrer. C'est Saint-Jean. Récipient. Et puis, vraiment, ce sont des salles où il y a son père. Non mais attends. Il y
Regarde, c'est quand même des belles tapisseries, je veux dire. Quand même. T'en as pas comme ça chez toi? T'as l'air un peu fatiguée. Ta grosse tête là, pousse-toi. Ma grosse tête, mais ma grosse tête quoi? Bon, blague à part, c'est vrai que les tapisseries, comme les petits artefacts a priori, ça fait pas vraiment rêver. Et pourtant, quand on prend le temps de les regarder, on découvre le fruit de centaines d'heures de travail, celui d'un artisan ou d'une artisane qui vivait en France il y a plus de 500 ans. Ces œuvres elles racontent notre passé, nos histoires, nos mythes, nos goûts. Aujourd'hui, quelques passionnés d'un art pas vraiment populaire se battent pour que ces chefs-d'œuvre traversent encore le temps. Ces tapisseries, comme le reste des collections, ont sans doute eu 1000 vies, accrochées dans des châteaux, déplacées, restaurées, oubliées, et maintenant elles sont là, suspendues dans ce musée, peut-être pour l'éternité. Et c'est ce que je trouve personnellement beau dans les musées. Il est 12h30, on a fait une petite heure de pause pour aller manger, et on a fait un étage, et nous en reste 3. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, nouveau moins 1. Je sais même pas. Médiéval. Là, on va au Louvre médiéval. L'intéressant, c'est que le Louvre, donc ça, on l'a dit plusieurs fois, c'est pas juste un musée, c'était pendant très longtemps un palais. Et ça a été construit par Philippe Auguste vers 1180 et les années 1200. Au début, c'était vraiment une forteresse pour les rois de France à Paris et que c'était pour se défendre des invasions anglaises. Là, ce qu'on voit là, c'est les fondations du Louvre. Bien qu'avant, le Louvre, c'était un château. Il n'avait pas du tout l'aspect qu'il y a aujourd'hui, quoi. Et c'est pleinement un musée que depuis les années 80-90. On marche. Il fait pas chaud. Hein. Non, ça ressemblait à peu près à ça, au tout début. Et là, on est dans le donjon du Louvre. Donc c'est là où ils faisaient les prisonniers et c'est là que tu passais un sale quart d'heure pour maintenant. Non mais si, cours. Cours avec moi. Pourquoi tu cours? Bah, je sais pas. On a récupéré le micro, c'est bon. On est vraiment passé pour des guignols. Hein. Mais là, on est dans un bunker des années 40. Là. Ici, il y a un artefact assez cool. Attends. Ça, c'est un casque de Charles VI qui était roi de France. Et à ce qui paraît, il était un peu chelou, il était un peu fou. Et visiblement, ça serait à cause d'une lance qui lui aurait tapé dans la tête. Et on voit dans ce casque, l'un des trous qu'il y a là, eh ben, c'est un des trous qui a été percé par la lance et qui l'a rendu fou. C'est un peu une salle oubliée, genre. Oui, c'est un peu une salle oubliée, mais bon, voilà. Allez, c'est la partie sur les sculptures françaises. Voilà, Wow. c'est quand même magnifique. Très sympa. Ça vaut le coup. On me voit, on me voit plus. On me voit, on me voit plus. On me voit un peu, on me voit plus, on me voit plus, on me voit. Les salles des sculptures françaises et européennes font sûrement partie des plus belles du Louvre. Ce qui me frappe avec cet art, c'est qu'on cherche à immortaliser un mouvement dans une statue qui, par nature, est immobile. Beaucoup de ces œuvres étaient à l'origine destinées à l'extérieur, notamment à Versailles ou à Marly, le château de plaisance de Louis XIV. Alors il n'y a rien d'étonnant à voir Pégase monté par la renommée qui proclame la gloire militaire du roi Soleil. D'ailleurs, cet amour du mouvement et de la perfection du corps humain vient tout droit de la Renaissance, quand les artistes redécouvrent la beauté de l'Antiquité, une fascination qui ne nous a pas quittés depuis. Celle-là est très très gaie, très sympa. C'est ma préférée, je pense. Super. Le Jesus Christ, il a presque 1000 ans, 900 ans. C'est pas mal pour une statue en bois quand même. Et c'est pas mal. Hein. Ça fait 1000 ans qu'il dort là comme ça. 1000 ans. Ouais, je sais pas, moi ça me fascine. Whatever you want. Thank you, Rami. C'est trop mignon. C'est ton premier fan. C'est ton premier fan. Il a dit Louzy Culture, je vous reconnais. Je peux me prendre en photo s'il vous plaît. Bon, on ressort le plan. C'est interminable. C'est vrai que ça fait quand même beaucoup de sculptures. Je suis sûr que vous vous le demandez. C'est que Pigalle était un sculpteur. Et ça, c'est une des sculptures de Pigalle. Le fameux quartier de Paris. Qui est maintenant le quartier des Oudus. Tu regardes comment les sculpteurs arrivaient à dépeindre le mouvement quand même. Là, du coup, on est arrivé à l'étage de la peinture française. On va vous épargner toute la visite, mais on va faire un point sur ce qui est important de voir au Louvre. Déjà, il y a Nicolas Poussin, grand peintre du XVIIe siècle et figure majeure du classicisme français. Il s'inspire de la beauté de l'Antiquité et raconte à travers ses toiles les grands mythes ou épisodes bibliques. Par exemple, dans Les Bergers d'Arcadie, il évoque la beauté idéale et la grandeur des statues grecques, et dans Le Printemps,
Il représente Adam et Ève au paradis terrestre, dans une nature luxuriante, pleine de détails. Et ce qui est fascinant, c'est qu'à cette époque, Poussin souffrait de tremblements, mais malgré cela, il a conservé une précision incroyable dans son art. Une salle dédiée à Eugène Delacroix, qui est celui qui a peint la liberté qui est dans le peuple qu'on a vu en début de cette vidéo. Alors Eugène Delacroix s'éloigne de la rigueur du classicisme pour laisser place à l'expression des émotions. C'est ce qui est au cœur d'un courant artistique qu'on appelle le romantisme, dont il est l'un des plus grands chefs de file. L'une de mes toiles favorites, La jeune orpheline au cimetière, illustre parfaitement cette idée d'une peinture qui cherche à faire ressentir plutôt qu'à démontrer. Delacroix, c'est aussi l'un des grands noms de l'orientalisme, un courant du 19e siècle qui traduit la fascination de l'Occident pour l'Orient, à travers un regard bien souvent exotique et idéalisé. Dans les peintres hollandais, il y en a un qui est très connu, c'est Rembrandt. Et Rembrandt, il a fait ces tableaux-là, et comme vous pouvez le voir, il joue avec la lumière. Rembrandt, c'est encore un artiste qui joue avec le clair-obscur pour donner de l'intensité à ses toiles, mais surtout pour explorer la profondeur psychologique de ses sujets. Il a d'ailleurs réalisé près d'une quarantaine d'autoportraits tout au long de sa vie sans jamais chercher à s'idéaliser. Au contraire, il montre son vieillissement, ses doutes et ses émotions comme un journal intime. Il y a carrément des peintures de raclette, nature morte au jambon. Ce musée, c'est vraiment qu'on fait tout. Vous vous rendez compte à quel point il est énorme. Donc là, on est dans la salle 801 du Louvre, on est dans une salle monumentale qui est composée de plusieurs toiles qui ont été peintes par le peintre Rubens et qui retracent toute la vie de Marie de Médicis. Alors Marie de Médicis, elle n'y est pas allée de main morte avec la commande qu'elle a passée à Rubens. Il lui réalise une série de 24 tableaux retraçant toute sa vie, celle d'une reine de France, régente du royaume et mère de Louis XIII. On y voit entre autres son mariage béni par les dieux, la naissance de Louis XIII célébrée comme un miracle royal, ou encore son couronnement entouré de divinités. Bref, un sacré boulard. Bon, après la peinture française et après Rubens, on va aller voir un tableau de Vermeer qui est le maître absolu de la lumière. Rubens, c'est un peu le peintre qui va filmer la vie éclatante, qui va filmer les mouvements, qui va faire des énormes toiles. C'est un peu le réalisateur de films d'action de l'époque du XVIe siècle. Alors que Vermeer, qu'on va aller voir tout de suite, c'est quelqu'un qui va peindre la vie de manière beaucoup plus douce, beaucoup plus dans l'intime. Et donc, c'est vraiment les deux opposés. Fameux Vermeer. Il y a très peu de gens qui le savent, mais au musée du Louvre, il y a aussi des tableaux impressionnistes. Ça fait partie des plus jeunes tableaux qui sont présents au Louvre. Il y a un Monet, un Sisley, il y a aussi un Renoir. Et en fait, ce qui est intéressant avec l'impressionnisme, c'est qu'on n'est plus du tout dans la représentation classique des choses. On fait plus appel à l'impression. On change aussi les thèmes. On est beaucoup plus dans la nature, on est beaucoup plus dans la couleur des natures. La couleur est beaucoup plus importante dans le processus de création. Et par touche de peinture, on s'éloigne petit à petit en fait du réalisme et du classicisme où vraiment il fallait représenter de manière ultra réaliste les choses. Et on va vraiment jouer sur les couleurs. Quand tu vois cette toile de Monet, tu ressens le froid par la couleur. On a fini avec les peintures françaises, hollandaises. Globalement, on en a fini avec toutes les peintures du Louvre, ce qui est déjà pas mal. On en a fini avec un étage, donc on continue. Il est 16h15, on a commencé la visite à 9h et on va voir l'art de l'islam. Et en vrai, il n'y a pas des grandes œuvres islamiques, c'est beaucoup des petits pots et tout ça, donc voilà, un peu déçu. Je pensais qu'il allait y avoir plus de choses. C'est fermé. Bon gros cuisseau. On est rentré dans le département des antiquités grecques. Ce qu'il faut savoir sur l'Antiquité grecque, c'est que c'est vraiment la naissance de l'art occidental. On est vraiment sur la recherche du corps parfait. Et il y a aussi l'idée du pouvoir à travers l'image. Il y a deux périodes vraiment importantes dans l'art grec. Il y a déjà la période classique qui est vraiment rechercher l'idéal par le corps. Et ensuite, il y a la période hellénistique qui était l'apogée de la Grèce antique et qui s'est diffusée grâce à la conquête d'Alexandre le Grand. Et là, il y avait beaucoup plus cette recherche d'expressivité dans les visages et d'exprimer des émotions. L'art romain était beaucoup plus dans l'idée d'être utile pour, par exemple, diffuser des lois, diffuser une propagande, etc. Alors que l'art grec était beaucoup plus dans développer la beauté humaine. Énormément de statues aussi grecques qui représentent les dieux de la mythologie grecque. Et donc là, par exemple, on a Zeus, le dieu des dieux, le dieu de l'Olympe, qui avait comme frère Poséidon et aussi Hadès. Bon, derrière moi, c'est Athéna, la déesse protectrice d'Athènes, qui était la capitale de la Grèce antique.
et qui est tout le temps représentée, en tout cas souvent représentée avec un casque sur la tête. Et ça, c'est Artémis, la déesse de la chasse. Et fun fact, c'est l'une des premières statues à avoir rejoint les collections royales. Bon, on est devant la Vénus de Milo, qui est l'une des statues les plus connues du monde. On n'a qu'à voir tous les touristes qui sont en train de la prendre en photo en ce moment. Elle représente donc Aphrodite, qui est la déesse de l'amour, qui est la déesse de la beauté. Et donc, on peut voir qu'il y a vraiment toute cette recherche, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure sur la recherche de la sensualité, la recherche de la beauté par le corps idéal et qui est parfaitement proportionné, en tout cas pour les désirs de l'époque. Et ce qui a entretenu beaucoup le mystère de cette statue, c'est aussi le fait qu'elle n'ait pas de bras. On ne sait pas vraiment ce qu'elle portait, mais a priori, elle portait soit une pomme, soit un bouclier. Donc voilà, c'est vraiment l'une des plus belles statues du Louvre et des pièces maîtresses du musée. Maintenant la nuit est tombée, les salles égyptiennes sont malheureusement fermées, donc il nous reste plus qu'une partie, ce sont les antiquités orientales. On en est à 11-12 km de marche, comme la nuit au musée est tombée. Mais en fait, on change complètement d'ambiance, complètement de couleur. J'avoue que j'ai pas énormément d'infos sur cette statue, si ce n'est qu'elle a, je crois, combien ? Elle a 4000 ans. Ça a 4000 ans. Et elle est hyper mignonne, je trouve. Cette pierre qui, comme ça, n'a pas l'air ouf, mais qui est quand même pas mal du tout. C'est le code Hammurabi, c'est l'un des plus anciens textes législatifs au monde, c'est-à-dire un texte qui dicte des lois, qui dicte des règles. Et il a été érigé en moins 1750, c'est-à-dire il y a presque 4000 ans, par le roi de Babylone, qui était déjà un empire énorme. Et c'est sur cette stèle qu'on trouve œil pour œil, dent pour dent, l'idée de la loi du talion, qui fait que vous devez être puni proportionnellement au tort que vous avez causé à la société, même si ça dépendait bien sûr de la classe sociale, ce qui faisait que voilà. Alors, je connais pas grand-chose sur l'Assyrie d'il y a 3000 ans, mais ça, c'est les restes donc de ce royaume qui était au Proche-Orient, avec des taureaux ailés qui datent de 3000 ans. Et en gros, ils étaient symboles de force, symboles du divin. En fait, à cette époque, le nord de l'actuel Irak faisait partie du puissant empire assyrien. Le roi Sargon II décide alors de bâtir une toute nouvelle capitale, Khorsabad, tout près de Mossoul, et ça, c'est ce qui reste de cette ville. Mais à sa mort, la cité perd aussitôt son statut de capitale et tombe peu à peu dans l'oubli. Elle ne sera redécouverte qu'au 19e siècle par des archéologues français. La dernière salle qu'on a visitée est aussi fermée. On a fait, je pense, un bon 75-80% du musée. Donc voilà, la sortie. Ça y est, on l'a fait. On est sorti du Louvre. On a marché 12,5 km, donc pas très loin des 14 km de galerie qu'on avait annoncé ce matin. Parce qu'il y avait peut-être 20% du musée qui était fermé, mais globalement, on a vraiment fait quasiment la totalité. Donc c'est possible, c'était très long, on a passé 10 heures dans le musée. Merci d'avoir suivi la vidéo, j'espère que vous avez appris plein de choses. Abonnez-vous et je vous dis à bientôt.